Les éditions de la Loupe, spécialistes des livres en gros caractères, vous apportent un confort de lecture avec une sélection rigoureuse parmi les nouveautés littéraires. Romans, témoignages, essais, aventures, le fonds éditorial compte plus de 700 titres. Renseignements et informations au 04 78 47 27 02 et sur internet éditionsdelaloupe.com. Les éditions de la Loupe vous proposent l'émission Nous avons lu pour vous. Bonjour Sybille Lacremont. Bonjour Delphine. Nous avons lu pour vous aujourd'hui 4 livres. Nous allons vous emmener dans cette émission à Pompéi, puis dans les années 30 à Moscou. Et ensuite, nous allons vous parler de 2 romans de la rentrée littéraire récente qui va nous emmener dans le quotidien d'une star de la chanson et on va être embarqué dans une enquête sur les nymphéas de Claude Monet. Sybille, je vous propose de commencer. Merci. Tout le monde a en tête l'histoire de Pompéi. Lorsque Rome annexe ce que deviendra l'Italie à son empire, Pompéi, située dans la baie de Naples, dans le sud du pays, donc, devient un lieu de villégiature pour les riches sénateurs romains. À l'automne 79, une violente éruption du Vésuve provoque l'enfouissement de la riche cité romaine sous une pluie de cendres volcaniques. Le même jour, le port voisin d'Herculanum, à l'habitat plus populaire, est écrasé, lui, sous une coulée de roches et de lave. Près de 2000 ans après cette tragédie, la ville continue de captiver les archéologues. Gilbert Borde, auteur reconnu pour ses récits historiques, nous propose dans un roman publié chez Ixo Éditions en octobre 2023 de redonner vie à cette ville et à ces hommes figés pour l'éternité. En effet, son livre « La dernière nuit de Pompéi » retrace les 3 derniers jours de la ville. Lorsque le roman débute, le patricien Marcus Flavius Pansa revient à Pompéi après 17 ans d'exil à Rome, accompagné de Maximus, son ami esclave affranchi. En 62, Marcus a perdu toute sa famille lors d'un violent séisme. Les corps de ses enfants n'ont jamais été retrouvés. Or, une voyante vient de lui annoncer qu'ils étaient vivants. Cette nouvelle, ainsi que celle du veuvage de la belle Rectina, son amour de jeunesse, l'ont décidé à revenir. Le compte à rebours avant l'éruption qui engloutira la ville a commencé, mais personne ne le sait. Pourtant, de nombreux signes avant-coureurs auraient dû alerter la population. Les animaux pris de folie, les oiseaux qui ont fui, l'odeur de soufre, des failles qui s'ouvrent dans les jardins, des fumerolles, le tarissement des sources, des geysers d'eau brûlante. Il y a de plus en plus de secousses telluriques. Mais tout le monde est finalement habitué à ces petites secousses récurrentes. La terre a toujours tremblé à Pompéi, pourquoi s'en faire ? En fait, personne ne sait que le Vésuve est un volcan. Les gens sont intrigués, c'est sûr, mais tout le monde continue à vaquer à ses occupations comme si de rien n'était. Alors bien sûr, certains cherchent tout de même des explications à ces prodiges. On va donc faire des sacrifices aux dieux ou rejeter la faute sur les chrétiens. Une 40aine d'années après la crucifixion de Jésus, cette religion qui commence à s'étendre touche surtout les populations les plus pauvres et effraie les patriciens. Les persécutions commencent. Alors bien sûr, tout le monde connaît la fin, mais le suspense est pourtant bien présent. L'intérêt du roman réside dans cette montée en puissance jusqu'à la catastrophe. L'auteur donne chair à des personnages que nous suivons avec l'espoir que certains s'en sortent. À partir de ce que les archéologues ont découvert sur les sites de Pompéi et Herculanum et des écrits de Pline le Jeune, l'auteur nous décrit la société de l'époque avec ses classes sociales marquées, patriciens, citoyens, affranchis et esclaves, avec 2 sortes d'esclaves d'ailleurs, ceux des champs et ceux des maisons. On se promène dans des rues perpétuellement en travaux, où l'on répare encore les dégâts provoqués par le précédent grand séisme. On assiste à des discussions enflammées au forum au sujet des prochaines élections, à la préparation des Jeux d'automne avec les gladiateurs. Bref, cette quête de Marcus nous permet de découvrir cette cité avec ses coutumes et traditions, ses commerces, son système d'esclavage, les affranchis enrichis, les religions, son niveau de vie et son confort. C'est une ville riche et prospère qui vit ses derniers jours. C'est un roman captivant, très bien documenté, dont la fin inéluctable est évidemment angoissante. Peu auront la vie sauve. En fin de livre, quelques explications supplémentaires sur Pompéi et le Vésuve. C'est un gros coup de cœur pour moi, très intéressant. Je change totalement de sujet et nous partons dans le domaine du parfum. Teresa Revet est un écrivain français plutôt spécialisé dans le roman historique, avec une prédilection pour la première moitié du XXe siècle. Elle aime façonner des personnages ordinaires en leur construisant des destins extraordinaires. Son dernier livre, Ce parfum rouge, publié aux éditions Stock en avril 2024, ne fait pas exception. La jeune Nine Dupré descend d'une lignée de parfumeurs français établis en Russie sous l'empire des Tsars. Étienne Dupré, son père, est une sommité dans le monde du parfum. Ses principaux concurrents sont François Coty, la maison Raleigh et Ernest Beau, bien sûr, qui sera le futur créateur du célébrissime Chanel numéro 5. Au début de la Première Guerre mondiale, la Russie et la France étant alliées, les industriels et commerçants français n'ont pas trop de soucis à se faire. Puis est arrivée l'insurrection bolchevique. Comme d'autres, les Dupré s'accrochent à leur vie, à leurs magasins, à leur fortune. Alors qu'un matin, son père est arrêté par les gardes rouges, Nine fuit la Russie de justesse avec sa mère et son frère. De son père, ils n'auront plus aucune nouvelle.
Depuis, la petite famille essaye de s'organiser comme elle peut. Nine a hérité de la passion créatrice de son père, ce père dont elle chérit le souvenir. Son frère, lui, vit au crochet de sa mère et préfère faire le coup de poing contre des communistes dans des manifestations. Nous sommes en 1934. Alors qu'elle travaille chez Coty en tant qu'ingénieure chimiste, Nine doit représenter l'établissement au concours des jeunes parfumeurs de la Foire internationale de Lyon. Elle ne gagnera pas, mais fera la connaissance de Léon Givaudan, grand chimiste et créateur d'arômes réputés qui la prendra sous son aile. Le destin, suite à la mort de François Coty et son licenciement, l'enverra à Lyon travailler auprès de lui. Alors, un petit commentaire, les frères Givaudan ont créé une entreprise réputée d'arômes et de parfums et d'ingrédients actifs cosmétiques. Domiciliée en Suisse et employant plus de 16 263 personnes sur plus de 166 sites, la société est depuis 2007 la plus grande entreprise mondiale du secteur des arômes et de la parfumerie. Donc c'est une très ancienne boîte. Ouais. L'auteur nous peint l'ambiance des années 30 en France, année agitée d'un point de vue politique, la montée du nazisme et du fascisme chez nos voisins européens, le stalinisme triomphant de l'URSS. C'est malgré tout une période où la France s'affirme comme la patrie du luxe et du raffinement. À l'époque, entre 1934 et 1936, Staline veut se refaire une réputation et faire oublier ses crimes aux Russes en leur proposant un art de vivre à l'européenne. Alors que les Soviétiques passent leur vie dans des files d'attente pour se procurer l'essentiel, le luxe cesse d'être un poison bourgeois et corrupteur. À Lyon, le maire Édouard Herriot milite pour que les entreprises lyonnaises travaillent avec l'URSS. Pour cela, il est en cheville avec Pierre Rieux, commissionnaire entre les entreprises et l'URSS. Alors qu'il fait visiter les établissements Givaudan à une délégation venue de l'URSS, menée par Polina Molotova, la directrice du Trust soviétique des huiles essentielles, Nine respire dans le sillage de cette femme un parfum dont seul son père et elle connaissent la composition. Alors que l'URSS désire créer un parfum pour marquer les 20 ans de la révolution bolchevique, Nine saisira cette opportunité pour laisser éclater son talent et essayer de déterminer ce qui est arrivé à son père. Teresa Revet nous offre un roman extrêmement bien documenté sur le monde de la parfumerie, une histoire captivante au milieu de l'histoire avec un grand H, dans la période troublée de l'entre-deux-guerres. Petit plus, l'auteur est l'arrière-petite-fille de Xavier Givaudan et l'arrière-petite-nièce de Léon Givaudan. Et c'est un livre qui est un hommage pour eux. Très bon livre. Ah oui, 2 livres qui ont l'air passionnants, très foisonnants, avec de nombreux personnages dans les 2 livres, j'ai l'impression. Tout à fait. Je vous passe la parole, Delphine. Donc maintenant, je vais vous parler de livres assez différents. Donc moi, ce sont 2 romans qui sont sortis lors de la rentrée littéraire de septembre 2024. Le premier roman a été écrit par Maud Ventura et édité à l'édition Iconoclaste. Donc Maud Ventura est une jeune romancière qui a percé avec un premier roman qui s'intitule Mon mari. Elle décrivait dans ce roman la vie banale en apparence d'un couple avec une épouse passionnément amoureuse de son mari. Et elle avait su installer une tension et un rythme original dans ce premier roman. C'est comme ça que j'ai eu envie de lire ce deuxième roman qui vient de sortir, qui s'appelle Célèbre. Et dès les premières phrases du roman, qui sont aussi explicites que le titre, on est capté. Donc je vais vous lire les premières phrases du roman. La célébrité est ma vie, celle que je savais que j'aurais, celle que j'ai fait en sorte d'avoir. Est-ce que j'étais préparée à un tel succès ? Bien sûr que oui. J'ai toujours considéré que ce qui m'attendait n'était pas une existence, mais un destin. Ma route serait exceptionnelle, ma trajectoire hors du commun. Dès ces premiers mots, on découvre une narratrice déterminée, puissante, qui se dit totalement l'inverse d'une nostalgique et avec toujours un temps d'avance. Et l'écrivaine a décidé de nous plonger dans la vie d'une chanteuse célèbre à notre époque, qui connaît un succès international. Cette exploration du monde de la musique est extrêmement bien documentée. Tous les métiers au service de la star sont présentés. Les managers, les producteurs, les stylistes, les conseillers en tout genre participent à créer le produit et à le maintenir au premier plan. Le texte est écrit à la première personne. On vit de l'intérieur les désirs et les rêves de Cléo, donc l'héroïne. Cette petite fille douée pour la musique est persuadée dès l'adolescence qu'elle sera célèbre grâce à sa voix, ses compositions et ses textes. De l'enfance privilégiée en France que lui offrent ses parents à son ascension de star mondiale à Los Angeles, on s'attache à l'idéaliste Cléo. Les coulisses de la célébrité sont décrites en détail, l'écrivaine montre les joies et les difficultés, les avantages et les revers qu'offrent ces vies en dehors des vies ordinaires. Mon étonnement après la lecture de ce roman, c'est de réaliser que je me suis vraiment attachée à une héroïne qui est antipathique, voire détestable. Et l'écrivaine Maud Ventura a installé l'histoire depuis l'enfance, et je pense que c'est pour ça que je me suis attachée à l'héroïne. Il y a un certain suspense qui nous capte et nous donne envie de connaître la fin du récit.
Et elle a un vrai talent qui réside dans l'installation d'un malaise, peu à peu, un petit peu comme dans son premier roman. Et les épisodes de cette fiction se chevauchent pour nous mettre dans la tête de la star qui va pas très bien finir. Et j'en dis pas plus. Maintenant, je vais vous parler d'un autre roman qui est sorti à la rentrée littéraire de septembre, Le syndrome de l'orangerie de Grégoire Bouillet, qui a été édité aux éditions Flammarion. J'ai vraiment beaucoup de mal à qualifier ce livre. En fait, est-ce que c'est une enquête ? Est-ce que c'est une biographie, qui peut être certes originale, de Claude Monet ? Est-ce une introspection de l'auteur sur ses deuils ? Est-ce un essai sur l'art ? Est-ce un simple roman ? Enfin bon, c'est tout cela en même temps. Bimore, en fait c'est le diminutif de Baltimore, est le principal protagoniste du roman. Il est détective. Le livre démarre avec sa première visite des salles où sont exposées les nymphéas au musée de l'Orangerie à Paris. En déambulant devant ces grandes toiles, le narrateur est pris d'une crise d'angoisse, une oppression qui lui fait entrevoir des cadavres derrière les toiles. Sa première impression, c'est de se sentir des fantômes. Alors que son assistante, Penny, elle, voit des nuances de bleu, de vert, avec des fleurs roses et mauves sur de l'eau. Elle ne voit que les tableaux, elle ne voit rien derrière. Sur plus de 400 pages, l'auteur va mener l'enquête, donc comme le héros, en fait, qui est un détective. Il va zoomer sur tous les détails et les indices à sa disposition. Lui-même, il qualifie les fils qu'il tire comme des zooms. Ce syndrome de l'orangerie va être le prétexte pour se plonger dans la genèse de ces grands panneaux. Il va entamer des recherches sur le contexte de la création de cette œuvre. Et de façon plus large, il va nous proposer d'explorer la vie de Monet, la vie amoureuse, la vie familiale, va être décortiqué. L'impact de sa vie, donc de la vie de Monet sur son œuvre est analysé. Est-ce que la peinture est une représentation cachée des deuils qu'il a endurés ? Ce livre est jalonné de questions sur l'art. Quel est le rôle du regardeur ? Quel est le rôle de l'artiste ? Quelle est l'importance du sujet du tableau ? Est-ce que la guerre de 14-18, donc c'est l'époque où les œuvres ont été peintes, a eu un impact sur ces fleurs ? Est-ce un hommage aux soldats morts ? Pourquoi Claude Monet a-t-il peint plus de 400 fois ces fleurs ? Et pourquoi des nymphéas ? Toutes ces questions sont développées, détaillées et des réponses sont apportées. J'ai beaucoup apprécié l'habileté de l'auteur à jouer avec les mots, avec les concepts, les consonances et à faire de nombreuses références aux contemporains de l'artiste. Il faut noter que l'insolite de ce texte, qui pourrait dérouter le lecteur, ce sont les parenthèses où le narrateur, qui est aussi le héros et qui est aussi l'auteur, s'adresse à nous pour s'excuser, pour nous interpeller. Par exemple, « Je sens que je commence à dire n'importe quoi ». Et puis bon, il y a beaucoup de parenthèses. Pour ma part, j'ai beaucoup aimé ces respirations qui permettaient de faire des pauses dans un récit qui devient un peu obsessionnel. C'est une écriture qui suit la pensée en ramification de l'auteur, les parenthèses étant le symptôme de cette pensée foisonnante. Il propose des liens, des analyses sans fin, une mise en lumière des signes qu'il veut voir entre les événements. Les propres angoisses de l'auteur se superposent à celles de Claude Monet. En fait, c'est un texte qui poursuit des digressions, des pérégrinations. Et on croise même le capitaine Haddock, le professeur Tournesol, Rackham le Rouge, Churchill, Zola, Clémenceau et Edgar Poe. Parce qu'il faut savoir que Claude Monet a lu tout Edgar Poe. Je tiens à vous faire tout de même une mise en garde au milieu de ce foisonnement de personnages. Il y a au milieu du récit un moment qui est assez déroutant. L'auteur se permet de faire un parallèle assez gênant entre Giverny et les camps de concentration. Parce qu'en fait, le héros, donc Bimore, visite les jardins de Claude Monet à Giverny la même semaine où il va en Pologne visiter le camp de Auschwitz-Birkenau. Et c'est un passage où les comparaisons vont trop loin, selon moi. Pour résumer, c'est un livre inclassable sur l'interprétation d'une œuvre, un roman qui a une certaine poésie et qui ne devrait pas laisser indifférent. On va donc vous récapituler les 4 livres dont on a parlé aujourd'hui. Donc Sybille, vous nous avez parlé de... La dernière nuit de Pompéi de Gilbert Borde aux éditions XO. Ce parfum rouge de Teresa Revet chez Stock. Et donc moi, je vous ai parlé de Maud Ventura, célèbre aux éditions Iconoclaste, et Le syndrome de l'orangerie de Grégoire Bouillet aux éditions Flammarion. Bonne lecture à tous. Bonne lecture. Les éditions de La Loupe vous ont présenté « Nous avons lu pour vous ».